Bonjour, alors merci à toutes et tous d'être aussi nombreux parmi nous ce matin, c'est un grand plaisir. Je suis Léna Spinazé, directrice générale adjointe de l'IDRI. Donc ce matin, nous allons parler d'alimentation. L'alimentation, c'est un sujet essentiel, c'est la base de la vie à l'échelle individuelle et de nos sociétés, avec des enjeux importants en matière de santé, en matière de précarité, en matière d'impact environnemental. C'est aussi un sujet essentiel en ce qu'il est le fruit du travail de nos agriculteurs, une profession qui est aujourd'hui soumise à de nombreuses injonctions, difficultés et défis. Malgré cela, dans ce contexte, l'alimentation et son évolution font partie des sujets sur lesquels le débat sociétal semble se polariser. Il est assez vite éruptif. Alors l'IDRI, là-dedans, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? On est un think tank qui cherche à mettre en place les conditions d'une prospérité pour tous, partagée dans les limites de la planète. Et donc pour cela, nous cherchons à créer les conditions d'un débat constructif, y compris sur les sujets difficiles. Alors on n'a pas choisi ce sujet de l'alimentation, et même plus précisément d'ailleurs de la consommation de viande par hasard. Cela s'intègre dans un projet plus large qui vise à travailler sur la transition juste des filières de la viande en France. Donc même si la transition alimentaire, on est bien d'accord, va bien au-delà de la question de la consommation de viande, nous nous concentrerons aujourd'hui sur cet aspect pour compléter les travaux que nous menons en matière de production agricole et qui vous seront présentés et rappelés dans un instant. Donc pour revenir à ce qu'on cherche à faire à l'IDRI, pour créer ces conditions d'un débat constructif, on fait deux choses. D'une part, nous menons des travaux de recherche qui visent à apporter des éléments objectivés au débat. D'autre part, nous cherchons à stimuler le plus possible un débat avec un maximum de parties prenantes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin, en vous présentant tout d'abord les résultats d'une étude baptisée TRAM sur l'évolution des comportements alimentaires. Vous allez le voir, cette étude est fondée sur une méthodologie innovante et elle est le fruit d'un travail assez long mené par mes collègues Mathieu Sojo, Clémence Nasser et Charlie Brocard, en partenariat avec Lucille Rogissard du think tank I4CE. Je les remercie tous d'être là. Ensuite, nous ouvrirons le débat avec une série de réactions et témoignages de nombreux acteurs de l'alimentation que je remercie aussi d'être là avec nous ce matin, et nous aurons 2 temps d'échange avec la salle. Donc pour commencer, je vous propose d'entendre Pierre-Marie Aubert, directeur du programme Politique agricole et alimentaire Europe de l'IDRI, qui coordonne les travaux sur la transition juste des filières de la viande et qui va rapidement nous rappeler le contexte dans lequel cette étude s'inscrit et pourquoi travailler sur la consommation de viande nous a semblé pertinent. Bien, merci beaucoup. Merci à Léna et merci à toutes et tous d'être ici. Comme l'a dit Léna, ce travail sur les transitions des pratiques alimentaires des ménages ne tombe pas de nulle part. On le sait, vous le savez, vous le vivez aussi pour beaucoup d'entre vous dans cette salle. Les productions animales sont au cœur du système alimentaire, notre culture gastronomique, les apports nutritionnels, la gestion de l'espace et du territoire rural, les emplois directs, indirects que cela génère. Et en même temps, les volumes et les modes de production aujourd'hui en production animale contribuent à un certain nombre de déséquilibres physiques qui sont bien documentés, que ce soit en termes d'importation d'aliments pour nos animaux, de perturbation des cycles de nutriments, ce qu'on appelle l'azote, les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a besoin de penser les transformations de l'ensemble de ces filières, de la fourche à la fourchette, ça a été dit par Léna. Et c'est un travail colossal parce qu'il faut prendre en compte les dimensions économiques, sociales, environnementales. Il faut aller de l'agriculteur et même en amont du producteur d'aliments, quelque part, jusqu'à la fourchette. Et pour ça, l'IDRI, avec nombreux partenaires, dont ici l'Institut d'économie pour le climat, mais aussi Solagro, le BASIC, ASCA, dans le cadre d'un projet européen que l'on mène avec un certain nombre de gens qui sont ici aussi, que ce soit les instituts techniques de la production animale et d'autres instituts de recherche, on s'est engagé depuis déjà 4 ans à travailler
sur la construction de ces scénarios de transformation, etc. Et derrière ça, comme l'a dit Léna, il y avait vraiment ces deux piliers-là. Un premier pilier de construction de méthodologies innovantes pour tenir ensemble ces différentes dimensions, et un deuxième pilier de mise à disposition de ces outils de modélisation auprès des acteurs des filières pour un dialogue exigeant, constant, pour réfléchir à ce que ça voudrait dire de faire évoluer les filières comme ci ou comme ça. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que pour bien penser le futur de ces filières et pour accompagner une transformation que l'on veut, d'abord il faut comprendre le passé. Il faut comprendre le passé, les dynamiques qui fabriquent ce passé et vers là où ça nous emmène. C'est le scénario tendanciel dont je vais parler dans un instant, et vous voyez déjà ici le passé, et je vais parler du futur si l'on ne faisait rien, entre guillemets. Je vais y venir dans un instant, et juste avant, je redis ce qu'a dit Léna. Dans ce contexte, il faut bien voir TRAM, donc ce fameux scénario de demande alimentaire, comme la brique, une des briques, et la deuxième en l'occurrence, d'un projet qui en a trois. Le premier, c'était le scénario tendanciel que nous avons publié en juillet dernier dans cette même pièce. Et puis le dernier, ça viendra en fin d'année 2025, qui va remettre ensemble l'offre et la demande dans une logique ambitieuse pour justement trouver les conditions de cette prospérité pour tous dans les limites planétaires que vient d'évoquer Léna Spinazé. Alors, le scénario tendanciel, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, il nous raconte un élément central des évolutions des dernières années, ce qu'on peut appeler, avec des gros mots un peu, la commodification du secteur des viandes. Qu'est-ce que c'est que la commodification? Eh bien, c'est un processus à travers lequel une marchandise, ici la viande, devient finalement de plus en plus normalisée, standardisée, et l'échange de cette marchandise, la viande ici, sur les marchés, se fait sur des marchés de plus en plus ouverts, pratiquement déterminés par ses coûts de production et donc son prix. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que plus en aval, une fois qu'on a la viande comme matière première, on n'a pas une segmentation extrême de la production. Vous voyez bien au supermarché la variété des produits sous lesquels vous avez de la viande dedans. Mais la viande elle-même est un produit de plus en plus normalisé, standardisé, et ce qui compte, c'est son coût de production et son prix sur les marchés. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette commodification de la production sur les 30 dernières années? Eh bien, d'abord, du côté de l'assiette, elle a accompagné en fait une substitution progressive. Le produit le moins cher est devenu le mieux apprécié, et donc vous avez eu une évolution où la viande de poulet, qui se commodifie plus vite pour plein de raisons qu'on pourrait discuter longtemps, a pris de plus en plus de place au détriment des autres viandes, et notamment le porc et le bœuf. On ne le voit pas sur cette courbe parce qu'ici, c'est les productions agrégées. Côté production, si on veut gagner, entre guillemets, sur des marchés normalisés et standardisés, il faut écraser ses coûts de production. Et pour écraser ces coûts de production, on a été vers une consolidation, une spécialisation du secteur agricole et de l'agroalimentaire. Et donc ça a eu des effets environnementaux mixtes, à la fois des gains d'efficience, qu'il faut saluer ici, c'est-à-dire on produit, on va dire, au moins autant, voire plus, avec moins d'intrants, mais aussi une pression dans toutes les zones de concentration qui s'est relativement accrue avec des pollutions associées. Ces efforts n'ont pas suffi, en fait, à éviter un décrochage économique sur le segment des produits standards. Et on le voit sur cette courbe. Vous voyez, en fait, la courbe en plein, c'est l'offre. Et la courbe en pointillé, c'est la demande. Pendant toute la décennie 90, vous voyez, l'offre est très largement supérieure à la demande, on exporte. Et puis, autour des années 2000, eh bien, les deux courbes se croisent. Et aujourd'hui, la France est importatrice nette de produits carnés. Et ce qu'on voit, c'est que si on prolonge ces tendances sur une quinzaine d'années, d'ici 2035, eh bien, ce décrochage s'amplifie. Non pas que la demande augmente fondamentalement, par contre, la substitution entre la volaille et le reste se poursuit, mais il n'y a pas de raison de penser que la production, compte tenu de l'avance, entre guillemets, en termes de compétitivité prix de nos voisins, se relève si facilement que ça, en l'absence d'intervention et de choix politiques forts. Et donc, avec un baisse du taux de couverture, qui irait un peu plus bas que 90% à l'horizon 2035. Évidemment, économiquement, ça pose des problèmes. Environnementalement, la baisse de production est compensée quasiment par des émissions importées importantes, avec des effets sur les territoires. Alors, face à ces tendances négatives, TRAM propose, ce scénario alimentaire que Mathieu va présenter dans un instant, propose de penser conjointement l'offre et la demande. Et de penser notamment dans la perspective du moins et mieux. Alors, je précise tout de suite, le moins, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un a priori de notre part. Tout aurait été beaucoup plus simple
si les données physiques convergeaient vers l'idée qu'on n'a pas besoin de faire moins, tout va bien. Mais ce qu'on voit dans les données, les travaux que nous avons menés, les travaux de nombreux de nos collègues à l'échelle européenne, c'est que si on veut maintenir la capacité productive de nos agrosystèmes dans les 10, 15, 20, 30 années, le moins de production animale, pour tout un tas de raisons, encore une fois, qu'on pourrait discuter, mais ce n'est pas forcément l'objet, là, tout de suite, se révèle indispensable. Évidemment, point n'est besoin d'être un grand clerc pour imaginer que le moins de demandes domestiques, ça pose des questions aux opérateurs économiques. C'est là tout l'enjeu du travail qu'on veut entamer avec Tram, c'est que si on veut pouvoir penser ces transitions vers le moins et le mieux, c'est-à-dire de faire en sorte que la baisse de la demande domestique se traduise par du positif pour les opérateurs économiques nationaux, encore faut-il pouvoir parler de cette baisse de la demande domestique et de la manière dont elle pourrait s'opérer. J'en termine en disant que c'est bien là tout l'objet de Tram, c'est d'ouvrir cette discussion-là, et d'ouvrir cette discussion-là en évitant l'écueil de la polarisation. Tram ne ressort pas une question morale, on mange de la viande, c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas ça la question, c'est pas non plus une approche identitaire, tu manges de la viande donc tu es ceci ou tu es cela, au contraire, Tram veut prendre à bras-le-corps la diversité des pratiques alimentaires à l'échelle de la société et leur dimension éminemment collective. Et puis, ça permet de quoi? Ça permet de montrer qu'un cheminement est plausible pour penser ensemble l'offre et la demande, et il fallait pouvoir commencer par quelque part. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Mathieu. Merci Pierre-Marie. Maintenant, Mathieu Sojo, directeur du programme Mode de vie en transition à l'IDRI, va vous présenter cette fameuse étude et ces scénarios Tram d'évolution de la consommation alimentaire. Je précise qu'ensuite on aura un certain nombre d'interventions et une séquence de questions-réponses avec la salle à 11h. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le fruit de toutes ces années de travail, le travail d'une équipe, Léna l'a rappelé, à l'IDRI et à l'Institut de l'économie pour le climat. Donc évidemment un grand merci à toute l'équipe et puis à toute l'équipe de l'IDRI aussi qui a permis d'organiser cet événement aujourd'hui. Un dernier merci au conseil scientifique qui nous a suivis et aidés, accompagnés ces dernières années et qui a permis à ce scénario d'exister. Donc je vais prendre à peu près 25-30 minutes pour vous présenter la démarche de Tram. Pourquoi? Comment on l'a fait? Quels sont les résultats que l'on souhaite aujourd'hui mettre en discussion avec cette diversité d'acteurs qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Léna, on a déjà dit quelques mots, mais effectivement, travailler sur l'alimentation nécessite de reconnaître le caractère sensible socialement, politiquement de cette question. Et c'est normal, l'alimentation, c'est un fait culturel, ça a des enjeux économiques, comme rappelé par mon collègue Pierre-Marie. Et donc, pour en débattre, il faut des travaux qu'on a souhaités les plus rigoureux, les plus fins possibles, parce que c'est bien notre rôle en tant que think tank d'essayer d'avoir ces conversations, même si elles peuvent paraître difficiles. Et donc, Tram, c'est aujourd'hui un scénario de transition des pratiques alimentaires vers la durabilité et des régimes sains. Alors, allons dans un peu plus de détails. Quel a été notre diagnostic des enjeux, ce qui nous a amené à définir l'objet de notre travail. L'alimentation, le système alimentaire dans son ensemble, aujourd'hui, génère un ensemble de problèmes. Des enjeux sanitaires avec des maladies liées à l'alimentation, des enjeux sociaux avec des enjeux de précarité, mais aussi des enjeux de revenus dignes du côté des producteurs, et enfin des enjeux d'impact sur les écosystèmes de notre planète. En vérité, quand on regarde l'ensemble de ces travaux, la nécessité d'une transition ne fait plus réellement débat. On voit bien qu'un certain nombre de changements sont nécessaires, et donc c'est dans cette vision-là que l'on va s'inscrire, contribuer avec Tram à une évolution vers des régimes sains, accessibles à tous, proposant des revenus dignes et bons pour les écosystèmes. Néanmoins, il y a évidemment beaucoup d'obstacles vers cette transition. Le premier obstacle, c'est de considérer que finalement la consommation alimentaire est une donnée sur laquelle on n'aurait pas de prise. Dans ce contexte, on remet en cause la faisabilité de cette transition et puis finalement on connaît mal les conditions de sa mise en œuvre. Elle est donc débattue. On se retrouve donc face à ce paradoxe. Nous tous dans cette salle savons que les pratiques alimentaires évoluent, par exemple dans notre parcours de vie.
on sait tous que des choses doivent changer, et pourtant, on a du mal à débattre des conditions très concrètes dans les mains des différents acteurs qui constituent le système alimentaire pour avoir une pensée d'ensemble sur ce qu'il serait nécessaire de faire. Et donc c'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble dans cette salle. Un point important sur ce qu'est donc Tram dans ce contexte, on a souhaité faire de ce scénario une proposition crédible, plausible d'ici 2035, et donc Tram n'est pas un scénario idéal, ce n'est pas le scénario de rêve, que ce soit de l'IDRI ou de quelqu'un d'autre, c'est un scénario qu'on a pensé comme crédible pour soutenir cette discussion. Pierre-Marie en a déjà dit en partie, évidemment qu'au croisement de ces enjeux, il y a un élément qui est ressorti comme un élément important dans le cadre de ce projet plus large sur les filières de la viande, c'est bien cette consommation de viande, tant elle est centrale pour le fonctionnement des écosystèmes, tant elle est controversée également dans la société actuelle. Et aussi car le contexte est celui, il l'a rappelé avec le graphique juste avant, d'une stagnation de cette consommation. Et donc, Tram va se poser cette question pas si simple, des conditions d'une transition vers un moins et mieux de viande, dans un contexte où le tendanciel nous amène plutôt vers l'opposé de ce moins et mieux. Et donc, Tram en soi est un cas d'étude sur la question de la viande, d'une méthodologie qui se veut plus générale et qui pourrait être appliquée à d'autres enjeux de l'alimentation, et c'est ce que je vais vous présenter juste après. Alors, pour comprendre ce qu'on a souhaité faire, je vais revenir sur la façon dont il nous semble que l'on prenne cette question aujourd'hui, quel est le modèle de changement un peu implicite depuis une vingtaine d'années autour de cette évolution des pratiques alimentaires et comment nous, on essaye de proposer un autre modèle de changement pour penser cette évolution. Le modèle de changement qui nous semble dominant aujourd'hui, c'est celui du consommateur responsable. C'est l'idée que la sensibilisation, la fourniture d'informations va permettre au consommateur, qui est l'acteur central des systèmes alimentaires, de changer ses choix et donc de faire changer tout le système alimentaire avec lui. C'est donc un modèle dans lequel beaucoup de responsabilités reposent sur les épaules de ce personnage, le consommateur qui fait ses courses. Alors, cette approche, elle a créé des choses, elle a généré plein d'initiatives, elle a aussi stimulé le niveau de sensibilisation chez les Françaises et les Français. On le vérifie par exemple sur le cas de la viande, dans de nombreuses études d'opinion, il y a une vision positive des régimes flexitariens, il y a souvent une envie de réduire sa consommation de viande. Toutefois, ce qu'on observe bien, c'est un décalage important entre ces déclarations et les actes que l'on retrouve dans les données statistiques de consommation. Ça, c'est un point de départ fondamental de Tram, c'est de dire que ce décalage n'est pas le fruit d'une sorte d'irrationalité, du fait que les gens ne sont pas fiables, ils disent quelque chose d'un côté, ils ne le font pas de l'autre. Il nous semble que ce décalage est le fruit des limites de ce modèle qui consiste à penser que la responsabilité de la transition peut reposer sur les épaules des individus. Dit autrement, il nous semble que cette logique peut susciter des velléités de changement, mais ne donne pas les solutions pour les mettre en œuvre, et c'est ce qui va nous intéresser. Alors, pour expliquer notre modèle des changements, je vais vous proposer de suivre ce petit personnage qui fait ses courses. Alors, ce petit personnage, il a par exemple des velléités, il se dit pourquoi pas aller vers un régime plus flexitarien. Mais alors, est-ce qu'il va réussir quand il va se projeter, alors vous avez vu, les flèches, elles ont changé de sens, quand il va se projeter dans ce qu'on va appeler, et ce que je vais décrire, les environnements alimentaires. Alors, je vais tout de suite ne pas laisser perdurer le suspense. Il nous semble que non, il ne va pas réussir à mettre en œuvre ces velléités de changement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici ce qu'on appelle les environnements physiques, c'est-à-dire très concrètement les produits que ce personnage va pouvoir voir, toucher, acheter, le menu qu'il a entre les mains quand il est dans la restauration commerciale ou collective. Et donc là, par exemple, concrètement, l'offre n'est pas disponible, elle n'est pas facilement accessible, elle n'est pas adaptée, et donc ça ne va pas fonctionner. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle l'environnement socioculturel. C'est ce qui se passe
dans les médias, dans les produits culturels que l'on peut consommer. Et puis c'est évidemment la table et les gens qui s'y trouvent, que ce soit la famille ou les amis. Et donc typiquement ce petit personnage, quand il cuisine pour tout ce petit monde, il a encore du mal à faire passer l'idée qu'on pourrait avoir moins de viande mais de meilleure qualité dans les portions, parce qu'il y a encore des réticences en termes de normes sociales. Ce qu'on voit ici, ce sont toutes les informations dans lesquelles ce personnage navigue, ce qu'il a facilement accès, ce qu'il va rencontrer quotidiennement, donc ce qu'on appelle l'environnement cognitif. Et là, de même, il ne va pas forcément trouver les informations qu'il souhaite. Et puis, le dernier élément, ce sont l'univers des prix, des velléités d'achat, par exemple, plus locales ici sur le marché, mais finalement vont ne pas se concrétiser parce que les écarts de prix entre produits ne sont pas cohérents avec, pour le coup, la velléité de changement qu'il avait. Ce qu'on veut donc représenter avec cette illustration, c'est à la fois le côté immersif des environnements alimentaires, c'est ce qu'on traverse quotidiennement et qui du coup nous façonne parce qu'en partie on a des contraintes, en partie on doit aller vite, en partie on fait notre alimentation avec d'autres. Et donc l'idée de Tram, c'est qu'on ne peut pas changer si ces environnements alimentaires, ces 4 dimensions-là, ne changent pas. Alors, ça nous amène un peu à notre modèle de changement. Plutôt que de reposer sur des souhaits individuels et une responsabilité individuelle, Tram va essayer d'explorer une autre hypothèse. Est-ce qu'on peut démultiplier les capacités et les envies de changement? C'est ce qu'on a résumé dans une maxime inversée par rapport à la maxime habituelle. Quand on peut, on veut. Agissons sur les solutions, sur le possible. Et c'est dans cette logique-là qu'on va réussir à construire des chemins. Donc, ce qu'on propose avec Tram, c'est de dire une partie peut-être du chemin a été fait quand même par ce moment de sensibilisation autour de ces enjeux, mais il nous semble qu'il faut changer de modèle pour faire le reste du chemin. Ça nous semble avoir des conséquences en termes d'efficacité, mais aussi de mise en débat de ces questions. Beaucoup d'injonctions qui visent les individus nous semblent aujourd'hui contre-productives. Pierre-Marie a fait référence tout à l'heure, la logique moralisatrice, le côté aussi frustrant finalement de recevoir des injonctions qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre concrètement dans sa pratique. Et donc c'est aussi dans cette perspective que Tram souhaite proposer une autre vision. Alors j'ai encore 2-3 éléments méthodologiques qui sont assez importants pour comprendre, mais alors en fait concrètement ça ressemble à quoi l'alimentation dans ce scénario avant d'en venir au résultat. L'idée clé en tout cas c'était de dire il faut prendre au sérieux la complexité de ce qu'est le fait alimentaire. C'est bien à cette condition qu'on peut avoir un scénario plausible qu'on colle à la réalité. Alors essayons d'illustrer ça avec quelques exemples concrets encore une fois. Léna l'a rappelé au début de son introduction, évidemment l'alimentation c'est d'abord un fait physiologique, se nourrir pour vivre. Mais on est, nous, êtres humains, des êtres un petit peu plus complexes. Et donc, du coup, l'alimentation, c'est pas mal d'autres choses. Et donc, par exemple, c'est des significations, du sens, des aspirations. Là, dans cet exemple, c'est de dire, en fait, pour moi, acheter des produits, c'est aussi être en solidarité avec des producteurs, ça a un sens. Pour d'autres, s'alimenter, c'est un enjeu de santé, par exemple. Évidemment, notre alimentation se joue dans une sphère de normes sociales. Certaines, on peut être lié à notre éducation. Par exemple, j'ai été éduqué avec le fait que gaspiller, c'est mal. Mais ça va se jouer de plein d'autres manières différentes. Amener son déjeuner au travail, c'est identifier des regards qui vont se porter sur son assiette parce qu'on est toujours dans une sphère d'interaction avec d'autres. Et puis, l'alimentation, c'est aussi des compétences, évidemment. Il s'agit de cuisiner ou pas. Et là, dans cet exemple, de dire, moi, je ne sais pas forcément bien cuisiner la viande, et donc je cuisine plutôt du poulet ou des éléments préparés, ce qui fait référence aux tendances actuelles. Donc voilà, ce qu'on va appeler des pratiques sociales, ce sont tous ces éléments-là, le cadre de vie, les ressources, les contraintes financières. Et puis, évidemment, dernier point important, l'alimentation, dans nos modes de vie, elle ne se vit pas en silo par rapport à d'autres activités qu'on a quotidiennement. Et donc cet exemple, je sors du travail à 20h, je n'ai pas le temps de cuisiner. Tout ça pour dire que toutes ces composantes-là, en fait, en sociologie, ça renvoie au concept de pratique. Et donc c'est ce concept-là qui est vraiment au cœur de notre scénario, c'est-à-dire de prendre au sérieux toutes ces composantes, ce qui permet d'ailleurs de comprendre pourquoi
certes, les pratiques évoluent, mais elles ont une certaine rigidité, parce que vous imaginez bien que changer toutes ces composantes en même temps, qui sont faites de contraintes, ce n'est pas si facile. Alors, évidemment, là j'ai donné quelques exemples, mais il y a en réalité une grande diversité de sens, de compétences, de contraintes pour tous les Françaises et les Français. Là c'est vraiment évidemment que quelques exemples, mais ça m'amène au deuxième choix méthodologique fort alors je laisse le temps des photos avant de passer mon slide. Au deuxième choix méthodologique fort qui est de prendre en compte la diversité sociale. Dans les travaux précédents, et c'est normal parce que tout ça est très compliqué, mais il nous semblait que le fait de reposer sur une sorte d'individu moyen ne facilite pas la conversation sur ce que représente cette transition. Et donc on a fait le choix de représenter 12 groupes sociaux, vous le verrez, qui sont définis par des variables socio-démographiques, pour essayer de regarder avec plus de finesse ce qui peut se passer dans ces différents types. Alors, 12, évidemment, c'est peu par rapport à la diversité qui existe dans la société. C'était déjà suffisant pour nous faire transpirer pendant plusieurs années. En tout cas, ce qu'on veut dire là, ici, c'est évidemment, ce sont donc des idéotypes, c'est-à-dire ce sont des simplifications parlantes qui nous semblent utiles parce qu'elles décrivent des configurations dont on sait qu'elles existent. Mais il y en aurait d'autres, mais c'est un premier pas pour prendre en compte cette diversité. Donc, petit rappel, on a avant de passer aux résultats, on a 3 briques, ce concept des environnements alimentaires, ce concept des pratiques, et puis cette diversité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, et ça sera mon dernier slide avant de passer aux résultats, qu'est-ce qu'on a fait concrètement quand on a construit TRAM ? Eh bien, on a déjà construit des bases de données quantitatives solides pour représenter la consommation actuelle. On a fait le même travail dans le champ des sciences humaines et sociales pour décrire les significations autour de ces pratiques. Ça nous a amené à produire trois outils, un cadre sociologique pour analyser ça, une liste de changements d'environnement alimentaire possibles, et puis un outil de modélisation. On a donc produit 3 résultats successifs dans TRAM. Le premier, c'est une typologie de 12 groupes sociaux, qui permet à la fois de décrire quantitativement et qualitativement les pratiques actuelles. Ensuite, on a pris chacun de ces groupes et on a fait l'exercice assez inédit, innovant, d'écrire ce qu'on a appelé des socio-récits, c'est-à-dire d'imaginer de manière la plus rigoureuse possible quel type de changement dans les pratiques en général pourrait avoir lieu en lien avec des changements d'environnement alimentaire. Et enfin, on a quantifié tout ça grâce au calculateur. Alors, derrière ce pari, ces hypothèses, il nous semble que le résultat principal, c'est que oui, il nous semble, après avoir regardé ça de très près tout au long de cette élaboration, qu'un déclenchement de la transition est possible et qu'il est possible en prenant en compte une certaine diversité sociale. Alors, le premier, j'ai 4 un peu grands résultats. Le premier, c'est cette liste du coup d'environnement alimentaire, de leviers à faire changer. Le premier élément qui est vraiment frappant quand on regarde tout ça de très près, c'est la nécessité d'agir sur ces 4 dimensions que je vous ai présentées tout à l'heure, pour que ça crée des résonances. Rappelons-nous le personnage qui les traversait successivement. Il faut construire une sorte de continuité, une sorte de logique entre ces changements, et c'est souvent ce qui a péché dans le passé, c'est-à-dire qu'il y avait des changements sur l'aspect information, par exemple, mais qui ne se traduisaient pas dans les changements sur l'univers des prix, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de matière pour penser ces leviers de changement d'environnement alimentaire, des politiques existantes qu'on pourrait renforcer, des idées nouvelles, et puis des idées qui nous viennent de nos voisins européens. Alors, ici, j'ai voulu simplement surligner quelques-uns de ces changements. Je ne vais pas forcément m'attarder, puisque l'objectif, c'est d'ailleurs de mettre en discussion avec les acteurs des environnements alimentaires qui sont là aujourd'hui. Mais il nous semble qu'en tout cas, il y a des choses à faire qui sont encore une fois plausibles pour améliorer l'accessibilité d'offres flexitariennes, pour améliorer les politiques sociales et répondre à des aspirations sur les enjeux alimentaires, de innover dans les outils d'innovation, par exemple sur le ticket restaurant, de développer des récits
du moins et mieux qui soit vraiment fort, qui parle à une diversité de la population, de mettre mieux en valeur l'élevage de qualité, et puis enfin d'essayer de comprendre dans l'univers des prix ce qui pourrait être dans les mains des acteurs publics et privés pour aller dans cette direction. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose, c'est des éléments qu'on va mettre en discussion dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec notamment, je pense, des priorités un peu politiques qu'on pourra mettre en discussion à l'avenir. Je passe au plat de résistance. Alors il y a beaucoup de choses sur ce graphique, ce résultat, on va le regarder ensemble. Alors d'une part, il y a ces 12 groupes sociaux qui représentent donc des variables telles que le lieu d'habitation, le revenu, le diplôme, la structure du ménage, l'âge et le sexe. Donc encore une fois, c'est une sous-sélection, mais ça permettait quand même de se dire, tiens, pour tel groupe, qu'est-ce que ça peut vouloir dire la transition ? On a donc pour chacun de ces groupes construit des socio-récits et ensuite on a essayé de les regrouper. Il y aurait d'autres façons de le regrouper, on en discutait juste avant de commencer. Ici, ce qui nous a intéressé, c'est de les regrouper en 4 grandes trajectoires pour dire, regardez, il y a différentes configurations possibles, mais il y a des changements qui peuvent avoir lieu pour un ensemble de raisons d'ailleurs qui seront différentes, je vais y revenir. Ce qu'on voit aussi dans ce graphique, c'est que ça prend en compte 2 choses très importantes de la réalité de la société dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui ont beaucoup de contraintes, des contraintes de revenus, des contraintes en termes de structure des ménages, et évidemment que ça sera différent que pour des groupes qui ont beaucoup moins de contraintes, et ça il faut le prendre en compte, c'est une force de trame. Et le deuxième, c'est de considérer que la sensibilité, une attitude positive à l'égard de ce qu'est l'alimentation durable, la façon dont elle est présentée, il y en a qui sont très fans, et puis d'autres pas du tout. C'est pas forcément grave, puisque finalement, ça va être autrement qu'on va créer du changement. Donc, pour nous, c'est une force de trame de se dire, on est capable de penser la transition avec ces différences. Je le dis tout de suite, et je pense que vous l'avez compris dans notre démarche, ici, il n'y a pas de jugement de valeur. Pierre-Marie l'a rappelé tout à l'heure, on ne distribue pas les bons et les mauvais points. Je vais rentrer un peu plus dans le détail des cas de famille pour vous donner une idée des changements qu'on a imaginés. Alors il y a un groupe en bleu, une trajectoire type qu'on a appelée affirmation. Là, on a l'idée c'était de dire, là il y a des groupes pour lesquels il y a déjà des velléités de changement importantes, mais ça coince un peu, c'est ce fameux décalage. Et donc on va essayer de comprendre comment les changements d'offres, l'acquisition de nouvelles compétences, l'amélioration d'un certain nombre d'outils va permettre à ces groupes de changer de braquet finalement par rapport à ce qu'ils étaient en capacité de faire. Une trajectoire type en rouge tout en haut, là on l'a appelé ouverture des possibles parce que ce sont des groupes pour lesquels il y a des contraintes importantes, pour lesquels l'alimentation peut vouloir dire privation. Il y a donc à la fois des préoccupations mais aussi des frustrations par rapport à l'alimentation qui ne correspondent pas forcément à leurs souhaits. Ces préoccupations, elles ne sont pas forcément d'ordre environnemental, ça peut être des enjeux de naturalité, ça peut être des enjeux de solidarité, etc. Et donc là, pour ce groupe, ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre comment des leviers qui permettaient de relâcher les contraintes, d'offrir de nouveaux espaces de socialisation, de mettre en avant de nouvelles offres, allaient pouvoir enclencher un début de changement. Pour le groupe en vert, qu'on a appelé la trajectoire type mise en route, là l'idée c'était de se dire, ok, mais dans cette société, il y a quand même bien des groupes ou des ménages pour qui ils ont plutôt une perception négative, voire parfois dans le rejet des injonctions qu'ils perçoivent comme urbains, déconnectés, etc. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux, ces évolutions? Et ce qui nous a intéressé là, c'était de comprendre que d'une part, il y avait là encore toujours des préoccupations existantes, par exemple des sportifs pour qui l'alimentation c'est un enjeu de bien-être, et puis ils ne sont pas en dehors de la société, ils sont dans les cercles familiaux, amicaux, et donc c'était un peu de tester des logiques de familiarisation avec des choses qui allaient évoluer par ailleurs dans la société, des nouvelles offres pratiques, faciles, certains prescripteurs, et donc une familiarisation aussi dans un contexte où on n'est pas dans l'injonction au changement. Et puis une dernière trajectoire type en jaune, mise en cohérence. Là, pour le coup, on est sur vraiment un peu l'archétype de ménage pour lequel le déclaratif est haut, et la mise en œuvre est basse. Et donc la question c'était, mais alors comment on peut le réduire ce décalage? Et donc là, on s'est intéressé à tout un tas de leviers de changement d'environnement, sur les normes, sur la facilité, qui permettaient un peu de mettre de l'huile dans les rouages et de multiplier le changement. Donc, derrière ce graphique, il y a l'idée que
il y a des changements de pratiques alimentaires en général, ce que vous verrez à la lecture des socio-récits, ce qui peut impliquer des changements quantitatifs sur la viande, mais aussi des changements qualitatifs, différentes logiques qui peuvent les amener à consommer d'autres types de viande et qui se retrouvent dans les différents groupes et sous-groupes. Alors, l'idée, c'était évidemment de traduire cette diversité aussi dans l'aspect quantitatif. Et donc là, c'est un ensemble de baisses de consommation par personne d'ici 2035. Alors, qui peuvent prendre d'ailleurs des formes différentes. Il va y avoir des groupes pour lesquels ça va être les portions qui vont se réduire, d'autres les fréquences, d'autres un peu les deux. Évidemment, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est logique que les groupes pour lesquels il y avait le plus de flexibilité et ou le plus de velléité de changement, eh bien les changements d'environnement alimentaire auront un effet de levier plus important. Encore une fois, dans la lignée de ce que j'ai dit juste avant, ne lisez pas ce graphique comme une sorte de partage d'efforts qu'on aurait décidé ici dans nos bureaux. Ce n'est pas un partage d'efforts, ce n'est pas non plus une prédiction, mais c'est une évaluation un peu empirique de se dire, étant donné les pratiques actuelles, étant donné les contraintes et les aspirations, qu'est-ce qui serait crédible, plausible comme changement? Évidemment, c'est sujet à discussion, évidemment, c'est sujet à débat. J'en viens au résultat un peu global, c'est-à-dire quand on somme tous ces petits changements, qu'est-ce que ça produit? Et donc dans Tram, ça produit une réduction de 15% à horizon 2035, donc qui change effectivement de trajectoire par rapport à l'historique. Pierre-Marie l'a rappelé, on regarde ces questions évidemment avec aussi les trois types de viande principales qui sont consommées aujourd'hui, et ça nous amène donc à des résultats qui sont différenciés selon ces trois viandes, en cohérence, cette dynamique interespèce, comme l'a rappelé Pierre-Marie, cohérente avec ce qu'on observe dans le tendanciel. Alors j'aimerais m'attarder juste sur la baisse de la volaille, qui est une hypothèse intéressante à discuter dans un contexte de hausse continue de la consommation de volaille ces dernières années. Ce qui nous a semblé être une voie de discussion, une voie possible, c'était d'observer que d'ici 2035, la volaille pourrait en partie être mise en concurrence sur le volet praticité dont on a parlé par certains types d'alternatives végétales. On pourrait aussi imaginer que la réduction de la viande ingrédiente dans un certain nombre de plats préparés pourrait contribuer à cette baisse. Et puis enfin, le fait de considérer, prendre conscience que la volaille est une viande au même titre que les autres, tel que ça se retrouve d'ailleurs dans les recommandations nutritionnelles d'autres pays. Je vais y revenir juste après. Et donc ce moins 15%, pour le mettre en perspective, une première façon de le faire, c'est de remarquer qu'il y a eu des baisses chez certains de nos pays voisins, Grande-Bretagne, Allemagne, des baisses un peu comparables sur la durée et l'intensité à cette baisse de consommation de viande sur la décennie 2010. C'est aussi une baisse un peu comparable à ce qui a pu exister en France entre 1990 et 2013 avec environ moins 10%. Et puis on atterrit du coup en 2035 à une quantité moyenne par personne de consommation de viande qui est celle de l'Italie aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que ce déclenchement, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus une révolution, et on atteint des consommations de viande qui sont assez cohérentes avec ce qu'on peut voir autour de nous. Alors, nous, on s'est arrêté à 2035, vous l'avez compris, ce qui nous intéressait, c'était cette phase de déclenchement de la transition, mais on s'est quand même posé la question de la cohérence entre ça et un certain nombre d'autres cibles. Alors, les cibles en rouge qui apparaissent ici, c'est les cibles issues de travaux de scénarisation, dont le scénario TIFA qui a été produit par l'IDRI, qui se sont posés cette question de quel devrait être le régime pour atteindre une agriculture durable. Et donc là, on voit que selon les types de scénarios, on est dans la direction de ces objectifs, mais il y aurait encore du travail entre 2035 et 2050. Et puis ce qu'on a fait apparaître en gris, c'est un peu petit peut-être pour vous, avec les noms des différents pays, ce sont des recommandations nutritionnelles toute viande, donc une sorte de plafond de consommation, tel qu'édité par différentes sociétés de nutrition ou les gouvernements de différents pays, donc pas mal de pays européens, et puis la Chine et le Mexique. Et là, on voit que, pareil, ces objectifs, ils sont progressivement assez ambitieux parce que pour la plupart de ces pays, c'est la question de la santé et de l'environnement qui ont été pris en compte pour donner cette cible. Donc, nous semble que Tram fait une partie du chemin, évidemment qu'on doit mettre en discussion et comprendre comment on peut aller dans ces directions.
En résumé, il nous semble que la question de la transition alimentaire n'a pas à être uniquement une question d'injonction, ni une question de restriction des libertés. Il nous semble que c'est au contraire une action collective par différents acteurs sur les environnements alimentaires qui structurent déjà en réalité notre alimentation. Il nous semble qu'on a gagné à essayer d'ouvrir ce verrou de la discussion sur ces changements de pratiques alimentaires, parce que c'est bien à cette condition qu'on peut discuter du futur que l'on souhaite, tant sur le volet agricole qu'alimentaire. Merci. Merci Mathieu.